Madame, bonsoir. Journée marathon aujourd'hui par devant le Conseil constitutionnel à Yaoundé. L'un après l'autre, les recours introduits par certains candidats à l'élection présidentielle au fond de l'annulation totale ou partielle de ce scrutin ont été rejetés, entre autres raisons, des signataires des recours non qualifiés, la non-justification de certains motifs invoqués ou encore la confusion dans l'exploitation des textes de loi. Mais au-delà du prétoire et de la salle d'audience, le fait qui a le plus intrigué observateurs et candidats, c'est ces cartons d'invitation à la cérémonie de proclamation des résultats à eux adressés avant l'ouverture des audiences. Dans cette édition d'Etoudi 2011, après les urnes, nous revisiterons la conduite de ce contentieux post-électoral et les indications qui peuvent en découler en rapport avec les annonces et contre-annonces à manifester entendues ici et là. Nos invités, Jean-Jacques Ekindi, candidat à l'élection présidentielle pour le compte du MP, le mouvement progressiste, député à l'Assemblée nationale, débouté de son recours lui aussi ce matin au Conseil constitutionnel. Jean-Pascal Charlemagne Messanga Nyamding, membre du comité central du RDPC, enseignant à l'Institut des relations internationales du Cameroun, IRIC, et puis notre consultant attitré, le politologue Njoya Moussa. A tout de suite. Mais avant l'ouverture du débat, nous allons prendre des nouvelles de Yaoundé où se tiennent encore les audiences avec ces candidats qui défilent devant le Conseil constitutionnel. On a observé depuis le matin une cascade de rejets, aucune requête introduite par ces candidats qui ont cru devoir appeler à l'annulation de cette élection n'a été approuvée. Tous ces recours ont été rejetés. Les audiences se poursuivent et la tendance des rejets se poursuit elle aussi. Marcelin Gansop pour le point, avant évidemment les audiences du SDF auxquelles Nijon Frundi assiste en ce moment même. Marcelin Gansop. Comment la loi fixant... C'est l'honorable Jean-Jacques Ekindi, le candidat du mouvement progressiste, qui ouvre le bal de ce contentieux électoral. Au bout d'une trentaine de minutes d'échange et diverses plaidoiries, sa requête est jugée irrecevable par la haute juridiction. Ce que n'apprécie pas le chasseur de lions. Cette irrecevabilité a été fondée, comme vous pourrez le voir, sur la qualité du requérant. Qualité qui ne souffre d'aucune contestation. J'ai été candidat, donc j'ai le droit de requérir. Malheureusement, sur le paragraphe qui indique que j'ai le droit de requérir, on a fait une référence à une loi qui concerne les élections législatives. Le fait de faire référence à cette loi, en aucune manière, ne peut m'enlever la qualité de requérir en tant que candidat. Et c'est le seul endroit de tout mon recours où il est fait référence à une loi législative. Le Conseil constitutionnel a saisi cette occasion pour rejeter, pour irrecevabilité, ce recours. Dans la foulée, les autres recours seront rejetés par la Cour suprême, siégeant comme Conseil constitutionnel. À la grande déception des différents requérants, Maître Bernard Achomuna, Joachim Tabi Oono, mais aussi Albert Nzongan et Adamou Ndamjoya, qui ont brillé par leur absence. Et puis le CAPAM, une association de défense des droits des personnes handicapées, dont le représentant n'a également pas été aperçu à la Cour suprême. Ce sont au total 20 requêtes, dont 9 pour le SDF, qui sont inscrites au rôle de ce contentieux électoral. Des requêtes introduites par 10 candidats et une association de personnes handicapées. Nijon Frundi, Maître Momo Jean de Dieu, l'honorable Aya Abinepol, Edith Kawala, Joachim Tabi Oono, Anissé Ekane, Maître Bernard Mouna, Jean-Jacques Ekindi, Albert Nzongan et Adamou Ndamjoya sont ces candidats qui espéraient voir la Cour suprême annuler totalement ou partiellement le scrutin du 9 octobre dernier. Ils se fondaient sur les nombreuses irrégularités qui, selon eux, ont émaillé ce scrutin. Aucune requête n'a été jugée recevable par la Cour suprême, alors que certains signaux indiquent que la proclamation des résultats interviendra dans les prochains jours. Ici la Cour suprême, ici Marcelin Gansop, Equinox Télévision.
Je précise que Marcelin Gansop, qui couvre pour nous ces audiences, se trouve encore à la Cour suprême. Les audiences se poursuivent avec l'examen des requêtes du Social Democratic Front, 9 recours. Nous sommes en ce moment même au deuxième recours. Le premier a été rejeté. Nous y reviendrons naturellement dans les éditions d'information de demain matin. Nous avons été, dans cet autre élément que nous proposons, promener notre micro dans les rues de Douala, interroger les citadins sur leur appréhension, leur compréhension et même leur appréciation de l'appel de certains candidats à cette élection présidentielle à manifester, à marquer leur refus des résultats si cette élection n'était pas validée. Le reportage est signé Fabien Doumondois et Serge Alaoutou. Réunis en conclave à Yaoundé ce lundi, plus d'une demi-douzaine de formations politiques camerounaises de l'opposition ont commis ce qu'il convient de nommer l'appel de Yaoundé. La principale résolution étant que le peuple devrait descendre dans la rue au lendemain de la proclamation des résultats de la présidentielle par la Cour suprême, siégeant comme conseil constitutionnel. Une position que ne partagent pas bon nombre de citoyens. Ils demandent aux gens d'aller dans la rue. Pourquoi? Est-ce qu'ils sont les 15 millions qui sont pris, ils ont donné à qui? Je n'ai rien mangé de ça, qu'ils aillent au diable. On nous laisse vivre en paix. C'est vrai, le régime RDPC a foutu le bordel, mais il ne faut pas qu'ils aggravent. Le bordel que le régime RDPC a foutu est mieux que la guerre. La guerre ne paye pas. La dignité vaut mieux que eux-mêmes ne voient pas ce qui se passe ailleurs. D'autres, par contre, quand ils nient pas l'existence d'une véritable opposition au Cameroun, voient en elle un collectif de personnalités au caractère et aux idées, bien qu'aux antipodes, gagnerait plus auprès de l'opinion publique à faire preuve d'un minimum d'organisation. On a d'abord qu'à l'opposition au Cameroun. Ils ne veulent pas aller et ils veulent aller. Finalement, on va où là? Donc l'opposition, ça ne vaut pas la peine. Que bien reste là, ils nous laissent tranquilles. Ils n'arrivent même pas à se faire représenter dans les bureaux de vote. Ils veulent que qui va descendre dans la rue. Ils n'arrivent pas à donner le pain à celui qui va les représenter dans les bureaux de vote. Donc ça veut dire que ce sont des aventuriers. Pour ceux des Camerounais dont les événements malheureux de février 2008 restent encore vivaces dans les mémoires, descendre dans la rue n'est pas une équation difficile à résoudre, mais à condition que... On peut descendre dans la rue quand tous les gens du gouvernement envoient tous les enfants qui sont en Europe au pays. Là, tout le monde descend dans la rue. Il faudrait que ces leaders soient des bancs pour montrer le droit chemin. Disons que allons combattre ce qu'il faut combattre. Si la majeure partie des citoyens rencontrés ne sont pas prêts à suivre l'appel de l'opposition, dans le camp du candidat Biya, on s'est dit prêt à le faire pour célébrer la victoire. Je suis prête à descendre dans la rue pour la victoire du président de la République. C'est tout ce que je peux dire. Et je serai plus ravie que celui qui reste toujours au gouvernement. Très bien, voilà pour ces éléments d'information que nous avons apprêtés ce soir. Nous allons maintenant introduire nos invités. Jean-Jacques Ekindi, bonsoir. Bonsoir, Polika. Je l'ai dit, vous êtes candidat à l'élection présidentielle, vous êtes candidat du mouvement progressiste, l'OMP, et vous êtes aussi député à l'Assemblée nationale. Vous étiez à Yaoundé ce matin, le premier des candidats à être reçu par le Conseil constitutionnel. Je l'ai dit aussi, votre recours a été rejeté. On vous a vu dans cet élément contesté, à vous donner votre appréciation de cet acte-là. On en va y revenir tout à l'heure. Jean-Pascal Charlemagne Messanganyamding, bonsoir. Bonsoir, Polika Bessoma. Bonsoir aux téléspectateurs aussi. Très bien, vous êtes membre du comité central du RDPC. Oui, c'est cela. Ouais. Merci de participer à cet échange. Et puis, évidemment, Njoya Moussa, notre consultant attitré. Bonsoir, Njoya. Bonsoir, Polika. Bonsoir, téléspectateurs, une fois de plus ce soir. Très bien. On va commencer avec vous, Jean-Jacques Ekindi. Vous êtes donc partie prenante dans ce processus. Vous revenez de Yaoundé, je l'ai dit, et vous avez été débouté de votre recours. Revenez un peu sur cet épisode-là qui vous concerne et puis sur l'appréciation globale que vous pouvez faire de ces audiences et des résultats, les rejets en cascade observés tout au long de cette journée. Bon, en ce qui concerne le rejet de mon recours, bon, je l'ai signalé dans l'élément que vous avez montré. Il s'est fondé sur la référence à la loi 2004/004 qui concerne les élections législatives. Vous avez confondu les textes. Non, je vais vous lire exactement, ce ne sera pas très long, comment les choses sont intitulées. Voilà le mémoire. Premièrement, sur les délais étaient respectés. Deuxièmement, sur le requérant. Jean-Jacques Ekindi, demeurant à Daï de Douala, B 2500, candidat à l'élection présidentielle du 9 octobre,
au terme de l'article 49 de la loi, etc., tout à fait qualifié pour soumettre cette requête. C'est l'énoncé de cette loi-là qui ne correspond pas à ce paragraphe. Mais pour ce qui est de la qualité des requérants, elle ne souffre d'aucun doute puisque la Constitution précise, et la loi sur l'élection présidentielle, la loi de 92, précise que tout candidat a le droit de requérir le Conseil constitutionnel pour présenter ses récriminations ou les irrégularités qu'il a cru constater. Donc de ce point de vue-là, il n'y avait pas de motif que l'on rejette ma requête comme requérant non qualifié. Mais on a profité de cela pour me signaler que, bon, ayant fait mention de d'une loi sur les élections législatives, alors que nous étions sur les présidentielles, ma requête est rejetée. Alors, pour le reste... Est-ce qu'il n'y a pas là quand même une erreur de votre part? Non, une petite confusion? Non, il va de soi qu'il y a une confusion. Il va de soi qu'il y a une confusion. Mon secrétariat n'a pas... Surtout qu'on n'avait même pas besoin de ça. Il suffisait simplement de dire Jean-Jacques Ekidi, candidat, est requis pour faire ce recours et il n'y aura pas eu de problème. Mais bon, le secrétariat a ajouté cet élément. Donc du coup, le rejet de votre recours est justifié? Le problème est celui-ci, et ça a été le fond du débat. Le fond du débat était que le Conseil constitutionnel est le seul organe qualifié pour assurer la régulation du fonctionnement de l'institution. Donc le problème n'est pas tellement celui de Jean-Jacques Ekindi, c'est que le Conseil constitutionnel doit assurer la régularité des élections. Et ce que j'ai exposé, comme elle s'est exposé, suffisait amplement pour que le Conseil constitutionnel apprécie ou non le fait que ces élections sont régulières ou non. Or, on s'est saisi de cela pour non seulement évacuer ma requête, mais évacuer tous les éléments extrêmement tangibles qui auraient dû attirer l'attention du Conseil. On n'a pas été dans le fond de votre requête, de votre recours. Puisque le président a conclu que tout ce que j'ai eu à dire est de nul effet et qu'on retient simplement sur le sommier du Conseil constitutionnel que ma requête n'a pas été retenue, elle a été irrecevable pour cette mention à la loi législative. Il en est de vous comme des autres commentaires? Les autres, j'imagine que ce n'est pas la même chose, parce que bon, je crois que tous les secrétariats ne font pas la même erreur, surtout qu'on n'a pas besoin. Et je pense que, et c'est assez caractéristique pour ma requête. Ma requête, elle a d'abord été présentée par le rapporteur avec des mémoires en défense de l'ECAM, de l'administration territoriale et de l'ECAM, l'administration territoriale et du RDPC. Ils ont tous, dans leur mémoire en défense, requis l'irrecevabilité de ma requête, en indiquant que les moyens de défense de mes allégations n'accompagnaient pas le recours. Ce qui est exact. Mais le problème, c'est que en 72 heures, il est difficile de réunir valablement les moyens de défense. Et nous avons donc insisté sur le fait qu'il faut qu'ils remplissent leur mission. La Constitution ne dit pas que le Conseil constitutionnel est chargé du contentieux électoral. Elle dit qu'il est chargé de la régularité des élections. Donc le problème n'est pas tant si le contentieux est justifié ou pas, mais si les éléments que la Cour peut réunir sont susceptibles de lui permettre de se prononcer sur la régularité. Et là-dessus, il y a des éléments absolument intangibles qui indiquent que ces élections n'étaient ni sincères ni régulières. J'ai été écouté, mais je n'ai pas été entendu. Jean-Pascal Charlemagne Messanga, Nyamding, sur cette question de droit, ces subtilités juridiques, ce rejet en cascade, quelle est l'analyse que vous faites? D'abord, je voudrais rappeler que pour qu'une élection, surtout cette élection présidentielle, soit valable, il faudrait que 4 conditions soient remplies. D'abord, il y a le contentieux préélectoral, parce que les candidats déposent, bien entendu, si je me permets de me répéter, leur candidature. Vous avez vu qu'au départ, il y avait 52 candidats. Et puis, finalement, l'ECAM a retenu 21 candidats. La haute cour, qui est la Cour suprême, qui est notre plus haute instance judiciaire, a encore repêché 2, monsieur, parmi lesquels aujourd'hui un des candidats, notamment monsieur Ekané et monsieur Ekané. Bien, donc la première condition, c'est qu'il y a la candidature, il y a le contentieux préélectoral. Ensuite, deuxième point, il y a ce qu'on appelle en droit
la validité même donc, de la candidature. Et puis qui conduit à l'élection. Donc il y a l'élection. Et puis la troisième dimension, je voudrais rappeler encore que pour que cette élection soit valable, il faudrait incontestablement que l'élection puisse avoir lieu. Il y a eu élection. Et le quatrième point non important, il faudrait que le contentieux post-électoral soit vidé. Donc dans cette démarche, nous sommes peut-être, il faut insister là-dessus, nos lois encadrent effectivement cette élection. Et je voudrais quand même apporter quelque chose, rectifier quelque chose de technique que le président Ekindi et l'honorable a souligné. C'est que la régularité, le contentieux électoral fait partie en droit de la régularité de l'élection. C'est-à-dire que lorsqu'un candidat, comme il a si bien d'ailleurs démontré, montre que, ou tente de montrer que l'élection a été irrégulière, en droit ça fait partie du contentieux. Donc je n'ai pas compris pourquoi il a essayé un peu de dissocier le contentieux et la régularité. Et je pense que maintenant, il y a la dernière phase, c'est la proclamation des résultats. Alors une fois que ces 4 étapes sont franchies, on peut alors dire que l'élection est achevée. Mais ça c'est, voilà, vous faites des explications, j'allais dire d'amphithéâtre, mais sur le fait 10 candidats qui introduisent une vingtaine de recours, ils sont tous en train d'être rejetés l'un après l'autre. Pour vous, certains de l'opposition inclinent à penser qu'on assiste là à une farce. Non, vous avez tort de croire qu'il s'agit d'une explication d'amphithéâtre. Il s'agit d'une dimension technique. Vous savez, l'État moderne, ce n'est pas toujours un homme, une voix, comme on le croit. C'est un ensemble d'éléments et de déterminants qui rendent une élection crédible. N'oubliez pas qu'avant, pour que cette élection soit crédible, elle est encadrée par les lois nationales. Et au-delà des lois nationales, il y a d'autres déterminants qui peuvent intervenir à la fois au Cameroun et ailleurs lorsqu'une élection est organisée. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle généralement en droit le tiers impartial. Le tiers impartial ici, ce sont les observateurs internationaux. Donc ce sont là des éléments, des déterminants. Donc il y a là le principe de légalité et le principe de légitimité. Le principe de légalité, c'est l'encadrement juridique de l'organisation de l'élection. Et là, vous savez que dans les pays démocratiques et même chez nous, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec les lois qui encadrent l'élection, vous n'allez pas aux élections. Ça c'est clair, ne faisons pas de démagogie ici. Les Camerounais nous suivent, ils veulent qu'on soit sérieux. Si nous avons eu 52 candidats au départ, puis 23 qui sont partis, en sachant ces lois, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. D'ailleurs, vous avez vu votre poste. Voilà, il y a un deuxième point important, c'est le fondement politique de l'élection qui conduit et qui peut amener à voir si l'élection est légitime ou pas. Une fois que ces deux conditions sont réunies, le principe de légalité, le fondement politique qui entraîne le principe de légitimité, on peut dire que l'élection est valable. Vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que 23 Camerounais vont aux élections et reviennent nous faire croire que nous faisons des analyses d'amphithéâtre, alors que les Camerounais voient que la règle du jeu a été acceptée. Ce n'est pas de manière post-électorale qu'on vient contester une élection. Je crois que l'élection n'est terminée, et j'insiste, que lorsque les résultats sont programmés et son contentieux vidé. Je crois qu'on ne peut pas être plus clair que ça. Njoya Moussa, quand même, sur donc ces audiences et le rythme des rejets, vous n'êtes pas surpris, je suppose, vu l'historicité des contentieux électoraux au Cameroun, notamment en matière d'élections présidentielles. Il y a peut-être, à l'exception notable des élections municipales et législatives, où il y a eu quelques annulations ici et là, mais là, pas véritablement de surprise. Vous pensez que c'est plus politique ou bien on dit vraiment le droit à Yaoundé aujourd'hui? Oui, il faut d'abord savoir, comme vous l'avez précisé fort opportunément, Polycarpe, que nous avons deux postures du juge constitutionnel en matière électorale au Cameroun. C'est-à-dire que lors des élections locales, on a souvent vu le juge prêter le flanc ou bien donner droit à certains partis d'opposition. On a vu tout récemment l'élection législative à Vouri-Est être annulée et être reprise, de même que l'élection municipale. On l'a vu à Bana et dans un certain nombre d'endroits. Mais depuis 1992, retour des élections pluralistes au Cameroun, le juge constitutionnel, en ce qui concerne l'élection présidentielle, a ce que certains ont appelé une doctrine de l'esquive.
Ça veut dire qu'une jurisprudence de l'esquive qui consiste justement à ne pas souvent aller au fond du débat. Et vous verrez que 90%, 95% des recours ne sont pas connus au fond. Et même lorsque ces recours-là sont connus au fond, tout le monde jusqu'à aujourd'hui garde encore à mémoire le fameux réquisitoire du président du Pandamouele en 92, où tout le monde aurait pensé logiquement que, après avoir relevé un certain nombre de choses, il aurait tiré les conclusions logiques. Donc ici, le juge est dans une dynamique de l'esquive qui consiste à ce qu'il n'aille pas au fond. Et c'est là, je pense qu'aujourd'hui... Mais est-ce qu'il n'est pas dans son élément, est-ce qu'il n'est pas dans son droit? Non. On dit le droit, on dit le droit. S'il vous plaît, il y a beaucoup de... lorsque on essaie de voir la structuration sociopolitique et juridico-politique, si on peut même le dire, il se pose d'abord un problème même en ce qui concerne même cette cour. Cette Cour suprême s'égeant en lieu et place de la Cour constitutionnelle. D'abord, du Conseil constitutionnel. S'il vous plaît, s'égeant en lieu et place du Conseil constitutionnel. Pourquoi ne pas créer, selon les règles, avec les différentes règles de désignation définies par l'article 51 de la Constitution, les différents membres du Conseil, les 11 membres véritables du Conseil constitutionnel? Ça, c'est d'un. Deuxièmement, vous verrez que le rapport qui existe entre les différentes institutions, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, joue fortement à la défaveur du pouvoir exécutif. D'où même la sortie du président du Pandamouele lors de la présentation des vœux au corps de la magistrature en 2011, où il demandait moins d'immixtion du pouvoir administratif et exécutif dans le fonctionnement du judiciaire. Très bien. Ce qui fait en sorte que il est tout à fait symptomatique d'observer comment ça se passe à la Cour suprême. Vous avez d'un côté les avocats du RDPC, du MINAT et de l'organe, avant c'était l'ONEL et tout ça, qui sont pratiquement du même côté et qui se font la place. Je dis à l'époque, c'était l'auteur. Et maintenant, il est calme. Oui, mais est-ce que... Joya Moussa, vous savez bien que la règle sur ce plateau, aucun intervenant ne peut à lui seul monopoliser plus de 2 minutes de temps d'antenne. J'allais demander à Jean-Jacques Kindi, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de compétence de l'opposition dans la formulation de ces recours? Parce que là, vous le dites si bien, Joya Moussa, on s'arrête sur les questions de forme, on n'aborde pas la question dans le fond. Est-ce que vous-même, de manière tout à fait froide, si vous devez apprécier le comportement de l'opposition en rapport avec cet exercice-là, il n'y a pas un déficit de culture juridique en rapport avec les enjeux, un tel enjeu? Je souscris parfaitement au point de vue de Njoya sur l'esquive. Je vais donner 2 ou 3 exemples. D'abord, je voudrais rectifier ce que dit le professeur. L'article 46 de la Constitution dit du Conseil constitutionnel qu'il statue sur la constitutionnalité du droit. Il est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions. Ça, c'est l'article 46. Et l'article 48 déclare... non, l'article 47... non, 48... le Conseil constitutionnel veille... Voilà, 48. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'organe des élections présidentielles, etc. C'est le même terme. La régulation du fonctionnement et la régularité de l'élection. Donc quand on veut confondre l'assurance de la régularité de l'élection présidentielle avec le contentieux qui oppose des partis protagonistes, ce n'est pas du tout la même chose. Donc nous interpellons, nous l'avons interpellé le Conseil pour qu'il assume ses missions qui est de veiller à la régularité de l'élection. Et non pas simplement de vider un contentieux qui peut opposer et qui dit au RDPC ou à l'ECAM. Il faut qu'il s'assure, l'élection étant à l'origine d'une très forte institution, que la régularité soit là. Alors, pour revenir à votre question, je vais vous donner 2 ou 3 exemples qui sont absolument, je crois qu'il n'y a guère que le droit camerounais qui peut. Le rapport de la commission départementale de supervision de l'élection présidentielle d'octobre 2011 du Vouri. Ce rapport a été émis le 15 octobre. Et ce rapport indique notamment que le président, du moins le délégué départemental de l'ECAM, a centralisé tous les procès-verbaux du Vouri, les a décachetés avant d'aller les porter à la commission départementale. Alors que la loi demande que le délégué communal aille les porter
à la commission départementale. Conséquence? Conséquence, c'est qu'il a eu toutes les possibilités de les tripatouiller, puisqu'il n'est pas dans le circuit. Donc, or, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que mais là, vous êtes dans le fond, mais on n'a même pas eu l'occasion de rentrer dans le fond. C'est pour aller aussi dans son sens que non. Or, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la loi demande que l'on dépose les recours au plus tard 72 heures après l'élection et que les recours aient les moyens de leur défense. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser ces éléments qui sont extrêmement graves. Tout ce qui peut intervenir après les 72 heures, on vous dit non, vous n'avez pas d'élément de défense. Vous ne pouvez pas dire je dépose une requête et au moment de la plaidoirie, j'amènerai en pleine connaissance, parce qu'il faut parcourir tous les Cameroun, avoir les procès-verbaux qui viennent de partout, j'amènerai en pleine connaissance. On vous déboute parce qu'au moment où vous avez déposé, vous ne disposez pas des moyens pour défendre votre requête. Ça veut dire que ça facilite énormément la tâche au Conseil constitutionnel. Quand il ne veut pas les traiter, il ne les traite pas. Et c'est pour ça qu'il est très facile de débouter tous ceux qui font des recours, parce que personne ne peut... Il y a une deuxième disposition qui fait qu'il faut que les éléments prouvés soient de nature à modifier le résultat. Et ça, c'est une appréciation, évidemment, de la Cour. Mais pour modifier un résultat sur 4 millions d'électeurs, il vous faut un travail absolument monstrueux pour arriver à convaincre. 4 millions d'électeurs, c'est là que vous situez la participation? Non, effectivement, dans le dernier rapport, c'est environ 4 millions d'électeurs. Avant d'enchaîner, vous n'êtes pas seul, Jean-Jacques Ekindi. Le principe de l'équité, le respect des temps d'antenne. Sangayamding, Jean-Jacques Ekindi semble dire que la loi est inopérante, impossible de remplir les conditions exigibles pour satisfaire à une requête qui corresponde à toutes les exigences de forme. Et il faut peut-être faire plus ou moins le passe et aller dans le fond, puisqu'il s'agit d'apprécier plus de la régularité que de vider un contentieux. Oui, vous voyez que les téléspectateurs doivent être mal à l'aise quand ils écoutent l'honorable Ekindi. D'abord pour deux raisons. La première, c'est qu'il est juge et parti. C'est-à-dire, voilà, un candidat qui va aux élections et qui connaît la règle du jeu et qui sait que ce soit au Cameroun ou ici, on laisse des juridictions apprécier l'affaire et dire le droit sur le fond. Vous avez vu d'ailleurs comment il a été mal à l'aise lorsque vous lui avez posé la question de savoir est-ce que cette juridiction est là pour dire le droit ou alors prendre une posture politique. Parce que ce que je voudrais juste rectifier aussi en écoutant d'ailleurs mon brillant collègue Njoya, mais qui se trompe sur un point bien précis, c'est qu'il ne faut pas confondre le fondement juridique, c'est-à-dire donc son encadrement, et le fondement politique qui voudrait, lorsqu'il dit qu'il y a une esquive. Non, il n'y a pas d'esquive, chers collègues. Il s'agit d'abord d'un problème de droit, d'un problème de fond, qui fait appel au principe de légalité. Le juge est là d'abord pour dire le droit. Je voudrais vous rappeler qu'il s'agit d'ailleurs, pour aller dans le fond, vous rappeler qu'il s'agit d'abord d'une juridiction. Et vous faites allusion au statut et à la posture du Conseil constitutionnel, de la Cour suprême, autant pour moi, qui siège en place et lieu du Conseil constitutionnel. C'est une posture politique. Parce que lorsque vous allez lire l'article 67 et 63 de la Constitution, vous voyez bien que la Constitution du 18 janvier 1987 prescrit qu'en attendant que les institutions soient mises en place, notamment le Conseil constitutionnel, ce sont les institutions en vigueur, dont la Cour suprême, qui fait office de Conseil constitutionnel. Bon, essayez de faire un commentaire pour dire oui, le statut du juge qui est nommé par le président de la République, ce qui est vrai, c'est magistrat, il n'a pas le même statut que celui du Conseil constitutionnel. C'est une posture politique. Il ne s'agit pas ici pour nous d'analyser les fondements politiques de l'élection, les fondements juridiques. On ne vide pas un contentieux en bricolant, en essayant de jouer sur les nerfs des uns et des autres. Et il y a des magistrats, et aujourd'hui la Cour suprême, c'est notre haute cour de juridiction, elle est là pour dire le droit. Et puis deuxièmement, j'attendais voir quand même l'honorable Ekini, que je connais quand même, je reconnais légaliste, quand il veut, bien entendu, avoir quand même une position sur une posture que ses amis et quelques-uns engagés à l'élection ont affiché. On va y arriver. Voilà. Vous voulez parler de l'appel à manifester? Et pas seulement l'appel à manifestation, mais vous savez qu'en droit,
comme principe. Moi, je reste dans le principe de l'égalité, de l'égalité, je dis bien LEGA. Je voudrais rappeler que pour les confrères, les juristes qui nous regardent, les experts en droit, ils savent que lorsque une affaire est pendante, comme c'est le cas aujourd'hui, franchement, on n'oriente pas, on ne commande pas. C'est une faute. On est hors la loi quand on le fait. Or, je constate ici que les opposants camerounais, que je tiens à féliciter, ça il faut le dire entre autres, parce qu'ils ont quand même fait preuve de patriotisme au regard de ce qui se passe en Tunisie, en Libye et même en Égypte. Je ne suis pas comme... Quoique. Oui, toujours est-il que je ne vais pas jouer le jeu d'un de nos collègues politologues qui a complètement déraillé. D'ailleurs, Achille Mbembe, lorsque dans une radio, il a traité les opposants camerounais d'imbéciles. Il les a vraiment traités d'imbéciles. Moi, je dis que je voudrais plutôt saluer nos compatriotes qui sont allés aux élections, tout simplement parce que ils ont fait ils ont fait preuve de patriotisme et d'engagement républicain. Merci à vous. Jean-Jacques Kindi commence à piaffer d'impatience et me rappelle au principe de... Non, faut pas y voir. Surtout que lui polémique, parce que si c'est la polémique, on peut ouvrir. C'est ce que vous pensez. Jusqu'ici, c'est pas ce que je pense. Je n'ai rien dit qui vous concerne. C'est que j'analyse. Ne commencez pas. Je vous en prie. Dites ce que vous avez à dire. C'est ce qu'on vous demande. Mais n'appréciez pas ce que je dis. Vous m'appréciez moi. Non, si. Moi, j'analyse. Vous dites que je suis mal à l'aise, vous m'appréciez moi. Je vois parce que ça vient faire dans le débat que Jean-Jacques est mal à l'aise. Sauf à rechercher de la polémique. Très bien. Je ne suis pas mal à l'aise du tout. Problème juridique de fond. Je ne suis pas mal à l'aise du tout, mais je ne veux pas perturber. J'aurai la parole et puis je pourrai parler. Mais très bien. Vous me rassurez. Merci que les esprits reviennent. Donc j'allais demander quelle est, de votre point de vue, la part du politique dans l'appréciation d'un tel contentieux. Oui, il faut revenir, puisque vous m'avez, mon temps de parole était épuisé, c'est que je n'étais pas d'abord arrivé au bout de mon raisonnement. Si on peut légitimement penser que la Cour suprême hier et le Conseil constitutionnel aujourd'hui a une certaine stratégie de l'esquive, si on peut le dire ainsi, on ne pourrait pas non plus dédouaner totalement l'opposition. Parce que on pourrait même dire de bonne guerre, et cela va de soi. Lorsque vous intériorisez le jeu, les enjeux, les règles du jeu, il faut que vous développez les stratégies conséquentes allant dans ce sens. Alors aujourd'hui, on est assez surpris parfois du manque d'organisation et la légèreté avec laquelle les opposants font certaines choses. Voyez les dossiers de candidature qui ont été d'abord rejetés. On vous parle de défaut de pièces, de défaut de signature légalisée, etc. Et certains candidats ont avoué avoir commis ces erreurs. Aujourd'hui, le recours, par exemple, ce qui arrive à l'honorable Kindi, est-ce qu'il est arrivé au SDF hier? Parfois, on parle de manque de cadre dans certains partis, mais on est tout à fait étonné que même les grandes formations, comme le SDF qui avait Maître Mbandam à l'époque, Maître Bernard Mouna, Maître Mbami à l'époque, puissent faire ce genre de vice de forme et faire signer le recours du SDF par une personne qui était non qualifiée, notamment Maître Mbandam. Donc c'est totalement surprenant, au point où parfois on se demande, est-ce que certains opposants ne font pas tout simplement exprès et rentrent dans une forme de théâtralisation en introduisant des recours auxquels eux-mêmes ne croient pas. Sinon, on est assez surpris par la légèreté de la composition de certains dossiers. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, la constitution des moyens de défense dont parlait l'honorable. Lorsque vous êtes un parti avec une machine administrative bien organisée, vous avez des avocats, des huissiers qui sont chargés de constater sur un ensemble de points sur le territoire national des différentes infractions à l'élection. Je reprends le cas d'un candidat à l'élection législative ici à Vouri. Est-ce que c'est possible, selon il parle d'un problème de délai, est-ce que c'est possible sur cet aspect-là, est-ce que vous pensez que c'est possible dans notre contexte de réunir les moyens de la défense en 72 heures? Voilà, c'est possible, à condition de faire preuve d'organisation et d'harmonisation. Et d'où revient encore le problème de la collaboration entre les différentes forces d'opposition. Ça veut dire que vous ne pouvez pas me faire croire que les 22 candidats, même s'ils acceptaient d'aller en rang dispersé, ne pouvaient pas se prêter main forte et se dire, moi je peux organiser la surveillance du territoire et des voies. À l'ouest, l'autre le fait, au centre et l'autre encore au nord. Des organisations donc. Manque d'organisation. En amont. On revient à vous, Jean-Jacques Kindi, sauf que maintenant, il y a une forme d'organisation, on va peut-être y arriver tout à l'heure, qui est post-électorale.
Jean-Jacques Kindi, vous pensez donc qu'on est plus dans le politique, dans ce qui se fait Oui, d'abord, je voudrais véritablement revenir sur les déclarations quelque peu arbitraires qui me déclarent mal à l'aise. Je ne sais vraiment pas à partir de quoi. Vous êtes très à l'aise. Je suis tout à fait à l'aise. Très bien. Et on rentre dans le fond du débat. Alors, je voudrais, parce que c'est presque toujours la même chose, on déplace le débat. On le déplace vers l'opposition. Est-ce qu'elle est capable? Est-ce qu'elle est compétente? Est-ce qu'elle est organisée? L'opposition, elle est sérieuse. Voilà. Est-ce qu'elle est sérieuse? L'opposition, elle est ce qu'elle est. Par contre, l'obligation du gouvernement de l'État, c'est d'organiser des élections régulières et sincères. Non pas de dire l'opposition est ceci ou cela. Autrement dit, si l'opposition n'a pas de scrutateurs dans les bureaux, que l'administration, que l'ECAM veille à la sincérité. Or, lorsque l'on en vient à indexer l'opposition parce qu'elle n'a pas été capable de faire ceci ou cela, premièrement, je m'insurge. La deuxième chose, c'est qu'il y a des règles, il y a des normes. Le Cameroun ne vit pas à part. Il y a des règles internationales, notamment au Conseil constitutionnel, j'ai présenté ce livre de l'UIP, l'Union interparlementaire, qui indique notamment qu'en 2003, l'Union africaine, dont le Cameroun est partie prenante, précise que le véritable critère de liberté, la régularité, la crédibilité est l'acceptation de l'élection par les électeurs et les populations. C'est là le véritable critère. Non pas le jeu de qui est plus malin que l'autre entre l'opposition et le pouvoir, qui a pu prendre le dessus, la régularité de l'élection, c'est là. Et le Conseil constitutionnel, c'est cela qui doit passer. Donc, et jusqu'ici, je n'ai pas évoqué le problème politique. Mais avant de... j'espère que j'ai encore 2 ou 3 secondes, j'ai également excipé le problème des normes internationales sur le droit des élections. Et ces normes-là, elles sont très claires. Et elles s'appliquent au Cameroun. Parmi elles, j'en prends juste quelques-unes pour mémoire. Le droit... Pour conclure 2 ou 3, si vous me permettez. Le droit de faire, pour chaque parti, chaque candidat, le droit de faire campagne dans les mêmes conditions que les autres partis politiques, y compris le parti représentant le gouvernement en place. C'est une norme internationale. Donc quand on l'évoque, il ne s'agit pas de dire l'opposition. Et j'en prends une autre que j'ai rappelée. Garantir la séparation de l'État et des partis. Quand cette confusion est absolument avérée et que tout le reste suit, que l'on revienne sur les responsabilités de l'opposition parce qu'elle n'est pas organisée, parce qu'elle ne sait pas répartir le terrain. La loi et la norme... C'est de la tricherie. C'est de la tricherie. Très bien. Et elle est établie. Okay. Elle est établie. Mais Sanganya Mding, un autre fait que j'ai évoqué dans l'introduction, il y a quand même ce fait curieux qui a intrigué plus d'un aujourd'hui à Yaoundé et qui pourrait conforter la thèse politique quant à ce qui est du travail des magistrats du Conseil constitutionnel ou de la Cour suprême, c'est que des cartons d'invitation ont été adressés aux candidats à l'élection présidentielle avant qu'il n'ait été reçu par le Conseil constitutionnel. Comment comprendre ça? Est-ce qu'il n'y a pas là une certaine forme d'arrogance? On peut quand même être un peu de forme pour faire des choses. On aurait pu attendre d'évacuer et de déterminer ce processus. Oui, c'est comme si la messe était dite même avant. Ben non. Moi, je ne lis pas dans la boule de cristal. C'est vrai que vous avez vu des opposants amener d'ailleurs et à orienter même la décision attendue. Nous, RDPC, sommes sereins, nous inscrivons dans un cadre légal. Bon, sur ce point bien précis, il faut voir d'abord qu'il s'agit d'un processus. On sait qu'il doit être achevé. Il y a des dates bien précises. N'oubliez pas une chose, c'est que quel que soit le candidat élu, le 3 novembre, un nouveau candidat devrait prêter serment. Soit le président, candidat, ou alors un de ses challengeurs. Mais par contre, je ne voudrais pas laisser passer... ce que M. Kindi a dit et qui peut être très grave et donner l'impression que nous sommes là dans un cadre où l'État oriente et organise. Non, honorable, vous vous trompez encore là devant les téléspectateurs lorsque vous dites que l'État a obligation à organiser l'élection. Non, c'est pas vrai. Vous vous êtes battu, je vous connais démocrate, d'ailleurs, ça je tiens à le saluer, à le redire ici, pour que l'État n'organise plus les élections. Alors, c'est que ces contradictions sont encore la preuve que vous êtes mal à l'aise, ou alors vous ne maîtrisez pas votre sujet, ou encore vous voulez tout simplement distraire les Camerounais qui vous ont vu, vous et vos camarades, aller aux élections, alors qu'on attendait que l'opposition se regroupe pour donner l'impression qu'elle est sérieuse.
Ce n'est pas l'État qui organise, c'est ELECAM. Et vous le savez très bien, c'est un organe indépendant. Ceci étant, cet ajustement apporté, je voudrais quand même qu'on reconnaisse qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller aux élections. Parce que l'élection ne se joue pas à ELECAM. L'élection se joue dans les 25 000 bureaux de vote que nous avons au Cameroun. On devrait insister et reconnaître techniquement que regarde notre législation, pour être aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle, vous devez au moins drainer 25 000 personnes derrière vous. Puisque vous aurez besoin de 25 000 scrutateurs. Moi, je viens de Yabassi, je suis Sawa comme M. Ekendi. Quand vous allez dans l'arrière-pays du camp de Bondo, je ne sais pas moi, Ndondak, Masumbu, Soleil, dans l'arrière-pays où j'ai passé pratiquement 12 jours en tant que coordonnateur départemental adjoint de cette élection pour le parti, je n'ai pas vu les amis de Kindi dans 90% des bureaux de vote. Et je vois alors, ils veulent donc aujourd'hui s'appuyer juridiquement sur quoi? La preuve étant matérielle en droit. Je crois qu'il faut qu'ils réfléchissent beaucoup plus sur leur organisation que de réfléchir sur le fondement politique même de l'élection. Joya Moussa, sur ces cartons d'invitation qui ont été adressés aux candidats. Non, je me dis que pour rester dans... C'est normal. Il fallait que Non, mais il y a quand même la possibilité qu'on annule l'élection. Quand on introduit un recours en annulation, on peut quand même attendre de vider cette phase du processus. Ça veut dire que de manière prévisionnelle, la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel, autant pour moi, peut estimer que vu les délais qui sont impartis, on est dans un délai de 15 jours pour toute la procédure post-électorale. Dans ces délais-là, il faudrait que, comme l'a dit le professeur Misanga tout à l'heure, qu'à la date du 24 au plus tard, on est déjà vider le contentieux. Et que, au plus tard, le 3 novembre, qu'on ait un nouveau président de la République. Le contentieux peut induire qu'on peut annuler l'élection. Justement, je suis d'accord avec vous. Je dis, dans le cadre où on annule l'élection, on tire la conséquence simple, c'est que nous n'allons pas à l'investiture. Mais si on n'annule pas, c'est-à-dire que nous sommes au soir du, je ne sais pas, du 24, et on constate qu'on n'a pas annulé. C'est ce jour-là qu'on va aller louer les chaises, imprimer les billets d'invitation. C'est-à-dire, ce qui demande l'organisation, c'est au cas où on n'annule pas. Si on annule, on n'a pas besoin d'une organisation particulière pour dire aux gens de ne pas venir à l'investiture. Oui, moi je pense que c'est un débat relativement spécieux. Tout indique que l'élection, pour ceux qui sont au pouvoir, n'était qu'une formalité. La veille de l'élection, on posait des premières pierres, 1-2 semaines avant, on procédait à des nominations en masse. Ça signifie que la messe était dite. Maintenant, on peut le justifier en disant qu'il faut... Mais je voudrais revenir, et ça m'ennuie beaucoup. Ça m'ennuie beaucoup de la part d'un professeur, comme le professeur Nyamdi. L'État du Cameroun est parti aux conventions. Ce n'est pas ELECAM. Ce n'est pas des organes mis en place par l'État. Et ce qu'on dit, et je vous crois que M. Nyamdi a dit, voilà, les droits et responsabilités du gouvernement. Alors quand il dit que c'est la confusion, on dit que c'est ELECAM. ELECAM n'est pas droit. Et si on décide par exemple de requérir par exemple l'union interparlementaire pour cette question de régularité, c'est l'État qui sera appelé. C'est pas ELECAM. Donc dire qu'on ne cherche à induire un erreur, c'est pas ELECAM, c'est pas l'État qui organise. On n'a jamais dit que ELECAM organise. Mais quand on demande à l'État de garantir la séparation de l'État et des partis, c'est pas ELECAM qui peut faire ça. C'est pas l'État qui peut faire ça. Donc, je crois qu'il faut éviter précisément. Peut-être que le professeur a l'habitude d'élèves qui ne suivent pas trop. Je ne suis pas son élève. Et qui me suppose un minimum d'intelligence. Au lieu de qualifier... Bon, non, parce que vous dites que... Je vous rassure tout de suite. Ce qu'il y a de certain, donc, ce n'est pas... Personne n'a jamais dit que c'est ELECAM, ce n'est pas ELECAM qui organise. Encore que l'État reste toujours en veille. Autrement dit, en cas de défaillance de l'ELECAM, c'est l'État, le président de la République, qui reprend. Parce qu'il est responsable de toute cette institution-là. Et il ne peut donc pas se dire responsable, s'il y a irrégularité, je ne suis pas concerné. Pour ce qui est, je crois, parce qu'on a évoqué, j'ai bien peur qu'on passe un peu trop vite là-dessus, pour ce qui est des conséquences d'une élection irrégulière, je crois que le professeur Nyamdi voulait à tout prix y arriver. Mais avant cela, il n'a pas vu les représentants du candidat Ekindi à Yabassi. Nous avons essayé d'en mettre quelques-uns. Mais il va de soi que nous n'avions pas les moyens de mettre 24 000. Et ce document donne obligation à l'État de donner des moyens financiers
aux candidats et aux partis afin d'assurer l'égalité des chances. C'est ce que l'on demande. Merci. Or, laissez-moi terminer. Or, je vais rester avec vous. Oui. Je vais rester avec vous pour essayer d'avancer un peu. D'accord. On suppose que, je l'ai dit, hein, tous les recours sont rejetés l'un après l'autre. Le SDF est devant les magistrats à Yaoundé. Au moment où nous parlons ici, ces recours sont aussi en train d'être rejetés. Comment envisagez-vous l'avenir, vous, déjà en tant que candidat? Quelle est votre position désormais en rapport avec la suite du processus? Ma position est simple. Je l'ai consignée dans une déclaration que j'ai faite au sortir du Conseil constitutionnel. Et dans cette déclaration, j'ai demandé à tous ceux qui pensent que le scrutin, les résultats que l'on a affectés à ce scrutin ne sont pas de nature à accorder la légitimité nécessaire à celui qui est déclaré élu. Et j'ai demandé à tous ceux qui pensent que ce scrutin tel que énoncé ne correspond pas à la volonté populaire, qui se retrouvent tous le jour de la prestation de serment du président Biya et du président Biya, j'anticipe, du candidat j'anticipe, le jour et à cette heure, qui se retrouvent à Douala, à la salle de fête d'Akwa, que l'on voit. Alors, il y aura deux possibilités. Ou bien il n'y aura personne, parce que les Camerounais... Vous appelez à manifester? Non, je demande qu'on se réunisse. Le problème, c'est qu'on agite des chiffons rouges devant les gens. Je n'ai pas demandé. Si moi, je ne suis pas d'accord, je dis oui. Moi, je ne suis pas d'accord. Cette élection ne s'est pas bien passée. Donc, vous serez le jour de la proclamation des résultats à la salle des fêtes d'Akwa, pas le jour de la proclamation des résultats, le jour de la prestation de serment, pour que l'on sache qu'il y a des Camerounais en quantité qui estiment que le processus ne s'est pas bien déroulé. Donc, ainsi, vous rejoignez les autres signataires de la plateforme de Yaoundé? Non. La plateforme de Yaoundé, je n'en ai pas fait partie. Elle a demandé à manifester, elle s'est réunie avant le Conseil constitutionnel. Ce en quoi, pour une fois, j'approuve les positions du professeur. J'estime qu'ayant introduit un recours auprès d'une haute institution, je me dois d'abord d'y assister, de l'écouter, de plaider, de recevoir son jugement, ensuite de me décider par rapport à ce jugement-là. Mais je ne peux pas... Donc, alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai demandé une protestation précise, symbolique. Au moment où le président prête serment, il faut qu'il sache qu'il n'y a qu'une seule personne qui considère que cette élection est frauduleuse. C'est Jean-Jacques Ekini. Je serai seul. S'il y en a 10 000 ou 1 million, ce sera 10 000. Et il faudra que l'on tienne compte pour faire évoluer les choses. Voilà ce que j'ai dit. M. Ngayamding, sur ces perspectives. Non, je pense que la position de l'honorable Ekini est responsable. Ça, il faut le dire. D'ailleurs, il ne faut pas donner l'impression aux Camerounais que nous venons sur les plateaux, ici nous battre ou nous offrir un spectacle. Mais par contre, il faut qu'il soit aussi logique et qu'il aille jusqu'au bout dans sa logique de républicain. Parce que n'oublions pas que l'opposition est encadrée par des règles républicaines. Il y a une opposition et nous voulons une opposition républicaine au Cameroun. Et dans ce sens, je voudrais quand même attirer son attention qu'on ne va pas aux élections et après on conteste, parce que j'insiste sur le fondement, sur le principe de légitimité qu'il a opposé à la proclamation des résultats. Non, honorable, la légitimité elle-même est déjà là, puisque vous êtes allé aux élections. Moi je dis que c'est vous qui avez rendu cette élection crédible, et je vous en remercie en tant que républicain. Et en tant que biaïste, quelqu'un qui soutient le président de la République. Je vous avoue que vous avez fait preuve de patriotisme. Ça, d'ailleurs, je continue à dire que vous restez d'ailleurs dans cette posture de position républicaine. Comme là, une fois de plus, je partage son point de vue. Ce n'est qu'une fraction de l'opposition qui a tenté de ce que je peux appeler un ballon d'essai, ou cette tentative de push, ou ce qui s'est offert en spectacle hier. Là, nous sommes tout à fait d'accord. Mais le principe de légitimité, c'est vous qui l'avez conféré. Et il y a deux types de légitimité lorsqu'une élection est organisée. L'adhésion. Je vous ferai d'ailleurs remarquer que les 5 leaders représentés à l'Assemblée sont allés aux élections. Le président John Fundi, qui est d'ailleurs le numéro 1 de l'opposition, qui est représenté à l'Assemblée. Le président Ekindi, qui est là avec nous, avec honneur et bonheur. Et d'ailleurs, Mme Djoya. Et puis, monsieur le ministre d'État Belbouba Magari, qui s'est rallié au président Paul Biya. Donc c'est ça d'abord la légitimité. Et pour la Yahabine. Oui, et pour la Yahabine. Donc ça veut dire que vous avez consacré cela. Maintenant, on peut, la deuxième forme, et je chute là-dessus, et le dernier type de légitimité honorable qui va être conféré,
C'est vrai qu'on va apprécier cette élection par rapport au nombre de participants. C'est-à-dire c'est le peuple, ne l'oubliez pas, voix populi, voix Dei, la voix du peuple et la voix de Dieu. Vous ne pouvez pas vous substituer au peuple. Et là encore, je suis d'accord avec vous. On ne va pas donner l'impression que c'est ceux qui sont allés aux élections qui sont le peuple. Le peuple, d'ailleurs, le peuple n'aime pas des opposants distraits, comme on voit un peu de côté de cette opposition camerounaise qui trompe tout le monde, qui est même incapable de s'unir. Et je termine en 10 secondes, oui. Je vais chuter sur un peu pour vous dire que partout dans le monde, je vous assure, Polycarpe et Somba, partout où les oppositions ont gagné aux élections, en Afrique et dans le monde, c'est lorsqu'elles se sont regroupées. Je crois que tant qu'ils partiront dispersés, nous resterons, nous, RDPC, encore le plus longtemps possible au pouvoir. Alors, Njoya Moussa, peut-on assister à la radicalisation des positions des uns des autres, notamment du front du refus, du front dit du refus désormais, vu ce qui les rejets en cascade à la Cour suprême? Jusqu'ici, le mot d'ordre à la manifestation, l'appel à la manifestation n'est pas levé, à ce qu'ils sachent. Donc, l'appel à la manifestation reste en l'état. Est-ce que ceux-là, ces 7 peuvent se radicaliser? Oui, mais ils peuvent se radicaliser, mais il y a un problème fondamental. Celui du rapport qu'ils entretiennent avec la base. Vous avez vu le Vox Populi tout à l'heure où des gens, dans la plupart des cas, on dit ils ne vont pas suivre cette élection, cette opposition dans cette dynamique-là. Est-ce que ceux-là, s'ils venaient même à se radicaliser, est-ce qu'ils sont assurés qu'ils seront suivis par le peuple? C'est là toute la question. Et l'une des questions fondamentales également est celui de la fonction des élections chez nous. Est-ce que l'élection joue encore sa fonction délibérative? Est-ce que les règles de persuasion et de délibération dans le cadre des différentes élections sont respectées? C'est ça. Sinon, on peut se retrouver facilement dans un cas à la Tunisienne où quelqu'un remporte les élections à 92%, 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, il est débouté par la population. Ça veut dire que le parti au pouvoir, les gouvernants, les autorités et les différents acteurs majeurs de ces processus doivent s'assurer que l'élection et que les résultats des urnes reflètent véritablement la réalité de l'assentiment ou bien du ressentiment populaire. Ce n'est qu'à cette condition-là qu'on assure une véritable stabilité des institutions. Si on joue à cache-cache, on peut se tromper même soi-même et les résultats deviennent tout à fait imprévisibles. Donc, le débat aujourd'hui sur la radicalisation du front du refus de Yaoundé commence de moins en moins à se poser. Premièrement parce que la population ne comprend pas très bien leur stratégie. Vous avez vu, suivi quelqu'un dit tout à l'heure, au début ils ne veulent pas aller aux élections, après ils vont aux élections. S'ils ont accepté les règles de cette élection-là, ils n'ont qu'à s'en tenir à ces règles. Ça c'est d'un. Deuxièmement, d'aucuns pensent que s'ils ne voulaient pas, ils voulaient engager un rapport de force politique, pourquoi engager un autre front juridique? Vous avez vu ce qui s'est passé par exemple en Ukraine. Je termine là-dessus, je suis là-dessus. Avec l'offre orange ou bien la révolution orange en Ukraine, dès que l'élection s'est achevée, les partisans de Yushchenko ont estimé que l'élection n'était pas crédible. Ils sont directement descendus dans la rue. Vous ne faites pas les réunions dans les hôtels filtrés, vous partez à la cour, au conseil constitutionnel, après vous revenez dire que si les résultats ne sont pas bien, vous allez... Très bien. Oui, moi je suis de l'opposition. Oui. Ma stratégie n'est pas celle de mes camarades. Mais je ne peux pas non plus accepter qu'on les traite de n'importe quoi, des gens des hôtels filtrés. Ce sont des gens qui ont beaucoup donné et qui continuent à beaucoup donner pour ce pays. Ils ont leur stratégie, mais je voudrais revenir sur... Je suis un peu ennuyé. Bon, je n'ai pas le caractère de juger le professeur, dire qu'il est ceci ou cela, qu'il fait une erreur, parce que c'est une question de culture. Mais je voudrais simplement le ramener aux choses qu'il devrait enseigner à ses étudiants. C'est-à-dire que quand il dit le fait qu'il y ait eu élection et que des opposants comme moi y ont participé suffit pour donner la légitimité, non. Et voilà, dans l'obligation faite aux candidats, aux partis politiques et aux membres des partis d'accepter les résultats d'une élection libre et régulière. Oh, il oublie libre et régulière. Lui, il estime que dès lors que l'élection a eu lieu... Non, mais parce que dès lors que l'élection a eu lieu, vous dites que ça ne suffit pas la légitimité. Or, nous disons qu'elle a bien eu lieu, mais elle n'était ni libre ni régulière. C'est pour ça qu'on considère qu'il y a des déficits de légitimité. Donc le débat est là. Et non pas de considérer que le fait que vous, M. Ekindi, y ayez participé, suffit largement à faire. Je voudrais une autre chose. Un autre principe parmi les droits et responsabilités du gouvernement. Il y a quelque chose qui est très important et que je lis au Conseil constitutionnel. Il faut que le gouvernement ait un mécanisme de contrôle jouissant de la confiance des partis et de l'électorat
est particulièrement nécessaire chaque fois que l'impartialité des autorités administratives est mise en doute. C'est le cas. Très bien. Alors, Jean-Jacques Kindi, répondez par oui ou non avant d'enchaîner. Est-ce que de votre point de vue, il y a une crise politique aujourd'hui au Cameroun après cette élection? Oui ou non? Pourquoi voulez-vous que... Je vais embrayer derrière. Pourquoi voulez-vous qu'une question qui ne se prête pas à oui ou non? Non, oui ou non, y a-t-il crise ou pas? Je ne peux pas dire oui. Cette élection a-t-elle généré une crise? Je sais pourquoi j'attends cette réponse, parce que je vais embrayer derrière. Mais c'est une réponse qui ne se prête pas à un oui ou à un non. Donc, donnez-moi, embrayer ou laissez-moi dire un tout petit quelque chose là-dessus. Oui, d'abord, et embrayer en quelques secondes. Non, je dis que y a pas de le point majeur, c'est le peuple camerounais. Le peuple camerounais est sollicité dans diverses voies. La voix du RDPC qui dit l'élection a été régulière, il y a des petites choses, mais elle donne droit à un président légitime et légal. Suivez-nous, c'est la paix. Il y a le front de Yaoundé qui estime que l'élection est tellement irrégulière qu'il est persuadé que le peuple ne peut pas l'accepter en l'état. Il le prépare. Bon. Il y a des positions comme moi qui dit, écoutez, c'est le peuple qui décide. Je n'ai pas la boule de cristal. Je ne peux pas, moi, Jean-Jacques Kindi, savoir que le peuple a décidé ceci ou cela. Alors lui donne l'opportunité. J'allais savoir comment sortir de ces débats. La crise peut avoir lieu s'il y a rupture. S'il y a rupture entre ceux qui gouvernent et l'essentiel du peuple. Et elle n'aura pas lieu s'il n'y a pas rupture. C'est ce que je peux vous dire. C'est très philosophique. C'est la réalité. Comment sortir donc éventuellement de cette crise-là, si crise il y a, est-ce que le RDPC est prêt à discuter avec les autres au lendemain de cette élection? Écoutez, M. Polycarpe Somba, c'est bien ce que vous dites, parce que le RDPC, et particulièrement le président Paul Biya, a toujours été un chante de l'ouverture de tout temps. Si nous nous référons tout simplement au processus de construction politique de notre démocratie, souvenez-vous, lors de la première élection, le 1er mars 1992, après l'élection présidentielle du 11 octobre, nous avons eu au gouvernement des ministres d'État, Bello Boubaye Magari, Dakole Daïsala. C'est un peu court. Oui, non, si, c'est vrai. C'est vrai. Après le premier Bello n'était pas en 92. Non, c'est Chiroma et Moustapha qui étaient pas Bello. Non, je vais dire que Bello c'est en 97. En 97, c'est ça. Bon, mais toujours est-il que au souvenir politique que je voulais démontrer, c'est que dès 92, vous savez, si... Le dialogue était amorcé. Si, et c'est très important. Est-ce qu'il s'impose aujourd'hui? La question c'est, est-ce qu'il s'impose aujourd'hui? Vu le malaise... Il n'y a pas de malaise. Certains veulent créer le malaise. D'ailleurs, le peuple... Est-ce qu'il n'y a pas une arrogance lorsque les cadres de RDPC tiennent chaque position? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'arrogance dans cette position? Pourquoi je mets l'accent sur 92? Parce que c'est le point focal. Oui, nous, vous savez, en sciences administratives, en sciences administratives déjà, en 92, il aurait suffi qu'un Bello Boubaye Magari, un Dakole Daïsala ou un Frédéric Augustin Kodok, après le législatif du 1er mars 92, fasse ce qu'on appelle en sciences administratives une déclaration commune de politique générale pour que le président Paul Biya n'ait plus le droit de nommer un premier ministre dans son camp. Je reviens donc en 91, vous allez donc me comprendre. En 2011, le président est ouvert. Regardez d'ailleurs la rencontre entre lui et le président Frundi à Bamenda. Mais quand on parle de l'opposition, est-ce que cette négociation s'impose aujourd'hui? D'abord, avant de répondre à cette question, je convenez avec moi que nous avons des opposants au gouvernement. L'opposition, ce n'est pas quelques radicaux qui tentent de monter ce qu'on appelle le vieux front. D'ailleurs, ça doit amuser beaucoup les Camerounais de voir une Kaban Wala à côté d'un John Frundi qu'elle a traité de chiffonnier, ou encore voir qu'aujourd'hui peuvent s'asseoir sur la même table Maître Mouna et John Frundi. Moi, je crois que ce sont des gens qui amusent un peu aussi. Excusez-moi, certains sont un peu rigolos. Ils ont été... Ils sont dépassés. Alors moi, je prends mes responsabilités. Ça fait rire. Vous ne pouvez pas quitter le SDF du jour au lendemain et venir nous faire croire qu'une Kabawala qui s'offre toujours en spectacle avec Mouna et quelques-uns viennent s'asseoir et dire que maintenant on peut discuter avec Frunjo Damdjoya. Merci. Je pense que c'est ça la vérité. Njoya Moussa, après l'honorable Kindi, on ferme le débat. Oui, vous avez demandé
Me concernant personnellement, quoi. Ben, je demande s'il y a urgence à négocier, à dialoguer au terme de cette élection. Vu les positions qu'on sait de différents acteurs, le RDPC, et le député a bien fait de le rappeler, ces trois positions aujourd'hui, le front du refus, la position du RDPC qui estime que oui, il y a eu des irrégularités, mais le vote, selon l'appréciation des observateurs internationaux, est acceptable, et cette position plus ou moins médiane qui appelle le peuple à apprécier par lui-même. Qu'est-ce qui s'impose pour que cette paix qu'on vante tant dans ce pays soit sauve? Oui, vous savez, déjà lors de la campagne, nous l'avons relevé ici, ces mots de transition qui revenaient tout le temps, gouvernement de transition, réforme des institutions, etc. Deuxième chose, vous avez un certain nombre de missives qui ont circulé les tracts et un certain nombre de messages sur Internet. Vous avez les appels à la paix venant de la part du RDPC, d'un certain nombre de religieux, d'acteurs de la société civile. Donc, il y a une chose qu'on ne saurait nier aujourd'hui, c'est qu'il y a comme des petites frayeurs ou une petite psychose. Vous n'avez qu'à voir la scène de la veille des élections, les gens se sont rués dans les boulangeries pour acheter du pain et faire des provisions. On ne saurait nier cela. Alors, je pense que, ne serait-ce que par les fonctions fondamentales thérapeutique de la communication. Est-ce que le RDPC doit faire preuve d'un peu moins d'arrogance? Oui. Non, je ne peux pas me mettre dans une posture selon laquelle le RDPC ferait déjà preuve d'arrogance. Tout ce que moi je peux dire... Lui qui est du RDPC, il dit déjà oui. Non, nous devons faire preuve de moins d'arrogance. S'il vous plaît. Vraiment, en 30 secondes, cher collègue. S'il vous plaît. En 30 secondes, vraiment, si tu me permets. Moi, je pense que le RDPC doit avoir le profil bas. Moi, je ne dis pas de triomphalisme. Je l'ai dit dès le départ, je salue cette opposition. Et je suis pour que le RDPC s'ouvre davantage aux opposants, notamment même mon frère et ami et ancien camarade politique du RDPC qui dit, nous, ça ne nous dérange pas. Oui, on n'avait rien demandé, mais c'est notre souhait. Je dis que même lorsque nous sommes en période de paix et de stabilité normale, la communication est toujours fondamentale parce que toutes les crises naissent des incompréhensions. Je dis qu'elle soit internationale ou nationale, je dis que plus que jamais, on doit créer une plateforme entre les différents acteurs politiques majeurs au Cameroun, premièrement pour définir et établir un consensus sur l'intérêt général au Cameroun, sur la stabilité institutionnelle, sur la forme de l'État et un certain nombre de questions fondamentales qui ont été soulevées au cours de cette élection. Et deuxièmement, créer des mécanismes institutionnels formels, notamment d'autres ont posé la question du statut de l'opposition, qui permettra un dialogue républicain, évitant justement les mésententes ou bien les quiproquos qui pourraient conduire à une éventuelle crise, même si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et rappelez aux uns aux autres, pour terminer là-dessus, que dans toute stratégie ou bien dans toute dynamique, l'organisation est fondamentale. Bien, moi je voudrais d'abord m'insurger. Encore? Oui, je m'insurge contre les propos tenus par le membre du comité central à l'endroit de vos collègues d'opposition. Oui, ils ne sont pas là. Véritablement, moi je pourrais dire beaucoup de choses sur les gens du RDPC. Ils ne sont pas là. Évitons donc de les qualifier de ceci ou de cela. Cela dit, l'élection... Oui, mais ce n'est pas... Moi, je me défends, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ne sont pas là. Cela dit, cette élection a révélé un certain nombre de dysfonctionnements majeurs. Alors, il y a deux possibilités. Ou bien on en tient compte, ou bien on n'en tient pas compte. Mais ce dont je suis à peu près sûr, c'est que si on n'en tient pas compte, la prochaine élection, elle ne se déroulera pas comme celle-ci. Autrement dit, on a signalé des endroits où on a refusé de recevoir les scrutateurs de l'opposition, on a refusé de les admettre en salle, on a trafiqué, je vous ai parlé de ce cas-là, où le président, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de la commission qui le dit. Il est certain que la prochaine fois, on ne pourra pas laisser ça. On encadrera les gens, et si jamais il y a opposition, on ne sait pas à quoi on aboutira. Donc il y a tout intérêt à ce que, effectivement, on calme le jeu. Mais à considérer que cette élection est régulière et que tout ce qu'on a vu comme carte pour les décédés, comme trafic à gauche et à droite, mon responsable de Bamenda a passé 3 jours, pas de Bamenda, de Kumba, a passé 3 jours à l'hôpital, etc. Il est certain que si on considère que tous ces dysfonctionnements, on les a évacués. On a pris
le candidat du RDPC, on l'a mis là. Les problèmes qu'il pose, ils vont beaucoup plus loin. Parce que se mettre d'accord sur la forme de l'État, c'est les choix. Et ces choix, ils doivent être démocratiquement assumés. Ce n'est pas dans une vague transition qu'on décide de ceci ou cela. Il y a des gens qui proposent ceci. C'est des projets politiques qui sont soumis à l'appréciation des électeurs. Voilà. Bon, donc ça, ce n'est pas l'urgence. Mais l'urgence, c'est que la règle, améliorer la règle du jeu. Et je relis ce que j'ai lu. Un mécanisme de contrôle jouissant de la confiance des partis et de l'électorat. Si Elekam avait joui de la confiance et des partis de l'électorat, il y aurait eu 10 fois moins de problèmes. Très bien. Parce que tout ce qu'on leur a dit, ils n'ont pas voulu l'écouter. Ils recevaient des ordres du RDPC et les conséquences comme celle-là. Alors, tout à l'heure, vous m'avez dit que est-ce qu'il y a crise ou non? Ce que je peux vous dire, c'est que la crise, elle couve. Alors, il appartient aux médecins soit de la traiter et elle va se résorber, ou de ne pas la traiter et elle éclate. Voilà, pour conclure, je crois qu'il ne faut pas que M. Kindi et quelques opposants nous fassent du chantage. Ils ne vont pas créer une psychose qui n'existe pas. D'ailleurs, j'insiste, vous avez suivi le Vox Pop. Nous avons compris que les Camerounais sont matures. C'est là où l'opposition s'est trompée. Vous pouvez tromper quelqu'un une fois, 2 fois, mais pas 3 fois. On dit souvent qu'un jour pour le propriétaire, 99 jours pour le voleur. Le voleur que j'appelle l'opposition aujourd'hui a été attrapé la main dans le sac. Ils ont longtemps joué avec les Camerounais. Rappelez à l'ordre, monsieur. Si vous rappelez à l'ordre. Oui, non, quand vous dites que l'opposition c'est des voleurs, non. C'est pas ce que je dis. Si vous dites que le voleur je dis, c'est une métaphore, monsieur Kindi. Vous qui êtes si brillant. Ne me faites pas croire que j'ai traite. C'est une métaphore où j'ai dit. Il y a des métaphores insultantes. Je rappelle encore, j'ai dit. Non, mais écoutez, quand vous trompez le peuple tout le temps. Qui a trompé? Vous ne voulez pas que je le dise? Concluez, monsieur Messanga. Je vous en prie. Mais en tout cas, le Vox Pop nous a montré que les Camerounais sont matures, contrairement à ce que l'opposition a voulu faire croire. Maintenant, bien. On parle de paix, il faut la maintenir. Parce que certains ont tendance à nous poser souvent la question, est-ce que le Cameroun était en paix avant Paul Biya? Oui. Le Cameroun n'était pas en paix. Si vous le dites, monsieur... Vous ouvrez notre fenêtre de débat. Non, je conclue là-dessus. Pour consolider cette paix, parce que si vous allez dire aujourd'hui aux enfants d'André Marimbida, d'Ernest Wandje, de Wambolo Courant, Takala Serretin ou de Sende Afanda, qu'avant l'arrivée de Paul Biya et tous ces exilés qui étaient là, Bel Yenga, le pays était en paix, ils vont rire. Ils vont rire. Vous savez, c'est la continuité. Alors, pour conclure, je pense qu'il faut consolider et ouvrir l'axe du dialogue social avec des patriotes comme Kindi, comme Fondi et bien d'autres, pour que, enfin, cette élection, le Cameroun continue à rester l'aiguillon de l'Afrique en matière de démocratie. Merci à vous, chers messieurs. Donc, on va mettre un terme à cette autre émission Étudier 2011 après les urnes. La dernière de la semaine, c'est évidemment vendredi prochain. Selon certaines indiscrétions, ce serait probablement aussi la date de la proclamation des résultats de cette élection. Auquel cas, nous proposerons une grosse émission pour à cette occasion-là. Merci d'avoir regardé. Restez sur Equinox et à vendredi, donc bonsoir.